Bonjour à tous, c'est Jesse Baggy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première review. On commence sans attendre pour la review du chapitre 1035, Zoro vs King. Avant toute chose, n'hésitez pas à récompenser mon travail, car chacun des éléments que j'ai introduits aujourd'hui a déjà été évoqué par moi-même il y a déjà de cela plusieurs mois sur mon compte Twitter. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser une tonne de commentaires pour qu'on puisse en discuter ensemble. Sachez que je suis conscient d'être un youtubeur amateur, je ne suis pas du tout professionnel. Je n'ai pas de grand matériel pour pouvoir faire des vidéos de super qualité comme certains qui sont capables de le faire sur YouTube. Sachez, et à chaque fois que je vois un nouvel abonnement, un nouveau commentaire, un nouveau like, ça donne vraiment la force de continuer sur ma voie et d'améliorer mes vidéos et d'améliorer le contenu que je puisse vous proposer. En tout cas, si vous le faites parce que vous aimez mon travail, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser une tonne de commentaires. Je vous en remercie d'avance, ça me donnera énormément de force. Du coup, on commence la toute première page avec les mini-aventures du Germa 66, donc la famille de Sanji, qui est en train de fuir Whole Cake Island. Ce qui m'embête un petit peu avec cette première page, c'est qu'on voit le Germa 66 fuir Whole Cake Island. Si Oda a des choses à nous dire sur le Germa 66, j'aurais aimé qu'il nous le fasse dans un autre contexte, dans une autre aventure. Pas dans une chose entre guillemets qu'on connaît déjà. Surtout que Whole Cake Island c'est fini déjà au moins depuis 3-4 ans. Du coup on aurait aimé voir quelque chose d'un peu plus palpitant. Néanmoins, si Oda a des informations à nous délivrer sur la famille Vinsmoke ou sur tout ce qui concerne la génétique, le code ADN de Sanji et de ses frères et sœurs, dans ce contexte, je peux accepter le fait que Oda nous remette en avant la fuite de Whole Cake par la famille Vinsmoke. J'espère vraiment que ça ne sera pas aussi barbant que les mini-aventures qu'on ait pu avoir avec Capone et toute sa famille lorsqu'ils ont fui ensemble Whole Cake Island et qu'ils ont retrouvé Lola. Du coup, on passe sur la page 2, et là, on retourne un petit peu sur le combat de Sanji et Quid, et Oda nous confirme ce que je pensais déjà au préalable, c'est qu'on est vraiment sur la fin du combat, et que Sanji, il a tatané Queen, le combat, il est over, il est terminé, merci, au revoir. Je suis très content de voir Sanji défoncer un mec assez puissant. Et pas n'importe qui, parce que ce Queen rappelle à Sanji toutes ses origines. Selon ma conception, c'est que là, Sanji prouve qu'il a défoncé sa propre famille. Clairement, Queen possède toute la technologie des Germa en une seule personne. Et Sanji, il a pu prouver déjà à lui-même et à sa famille qu'il est plus puissant que la famille Germa. Du coup, on peut faire une introspection de Sanji là-dessus. C'est que pour sa famille, pour ses frères et sœurs, et surtout pour ses frères et pour son père, Sanji c'était un raté. C'était la création qui a complètement échoué aux yeux des Vinsmoke. C'était la honte du Germa 66. Et de manière tout à fait ironique, Sanji se retrouve comme étant la plus belle création du Germa 66. Ironiquement, la création de Sanji, elle s'est faite vraiment par accident. Parce qu'au final, il est devenu ce qu'il n'aurait jamais dû être. Juste à titre informatif, il y a des prédictions qui ont été faites par Oda lors de la rencontre entre Sanji et Kuma qui vont bientôt se réaliser. Je pense sincèrement que depuis la nouvelle évolution de Sanji, Sanji sera recherché par le gouvernement mondial afin qu'on y fasse des expériences sur son corps. Tout ça pour révéler le secret de la génétique et de la même manière pour créer une nouvelle arme encore plus puissante que celle qu'ils viennent de créer récemment. Sanji deviendra certainement l'un des hommes les plus dangereux aux yeux du gouvernement mondial. Sachez que je fais tout simplement référence au chapitre 485 lorsque Sanji dit à Kuma « Pour l'instant, la marine ne mesure pas encore le danger que je représente. Tu peux être sûr que je serai bientôt votre pire ennemi. » Je ne cesse de rappeler que toutes les plus grandes organisations et puissances de ce monde ne cessent de s'armer et cherchent à évoluer technologiquement pour avoir la meilleure arme et faire le plus de dégâts possible. Au final, Sanji est un monstre de puissance et ça, Oda n'arrête pas de nous le dire et nous le rappelle. Notamment lors du SBS lié au tome 7, lorsqu'un lecteur demande à Oda pourquoi les sourcils de Sanji se terminent-ils en boucle. Perso, lui trouve ça un ringard. Oda lui répond tout simplement « Ok, tu trouves les sourcils ringards, mais sache une chose. Voilà ce que représentent les sourcils bouclés de Sanji. Une source infinie d'énergie. » Lors d'un autre SBS, il y a un autre lecteur qui pose la question « Est-ce que tous les fruits du démon sont recouverts de motifs en spirale ?» Et là, Oda répond « Oui, tout à fait. C'est une de leurs particularités. D'ailleurs, je me demande parfois si ce n'est pas ce qui a entourtillé les sourcils de Sanji. » Pour conclure, Oda nous dévoile intentionnellement que le facteur de linéage
c'est-à-dire le code génétique de Sanji, est intimement lié au fruit du démon, qu'il possède également une source infinie d'énergie. Il gagnera donc toujours en puissance, pour la simple et bonne raison, comme on a pu le voir lors du chapitre 1034, Sanji est capable de monter l'intensité de ses flammes. Mais son réel problème, c'est de posséder le haki pour pas qu'il se brûle. Plus il développera son haki, et plus il pourra monter l'intensité de ses flammes. Donc je pense concrètement que les flammes de Sanji peuvent monter en température à l'infini. Sa seule limite, c'est son haki. Il est également capable de se régénérer très rapidement, de guérir de toutes ses blessures, un peu comme un Zoan lorsqu'il passe en mode éveillé. Pour ma part, il a aussi la génétique entre guillemets de fruit du démon lié au Zoan. Il est capable naturellement d'acquérir un corps dur, tout comme le fait le haki de l'armement. Il est capable de produire du feu, tout comme un paramécia productif. Donc au final, on a assisté à la création de l'arme parfaite, la créature ultime. Et c'est la raison pour laquelle Sanji l'a dit lui-même qu'il deviendra le membre d'équipage le plus dangereux et le plus recherché par le gouvernement mondial et la personne la plus dangereuse aux yeux du gouvernement mondial. Il deviendra l'ennemi public numéro 1. Ils feront tout pour le capturer afin de s'approprier la technologie qui est dans Sanji. Du coup, on peut passer directement à la page 2 et là, on s'aperçoit concrètement que Sanji a pu conserver toute son humanité. Non seulement il a su dire et réaliser qu'il a accepté qui il était, au final, il a accepté d'être un Germa, être une création technologique. De plus, il a également réalisé qu'il gardait toute son humanité. Pourquoi? Car on voit sur cette image qu'il s'est souvenu de la petite souris qu'il a nourrie durant très longtemps lorsqu'il vivait auprès de sa famille au sein du royaume du Germa 66. Et d'ailleurs, il faut surtout pas oublier qu'à cette époque-là, sa seule compagnie ou réellement son seul ami était cette petite souris. Donc au final, pour rebondir sur la scène actuelle, après la défaite de Queen, Sanji, il a simplement sauvé une souris par bonté d'âme. Du coup, on comprend une chose importante. Non seulement il a accepté le nouveau Sanji qu'il est, c'est-à-dire la création du Germa 66, mais en plus de ça, il a gardé ses valeurs et son cœur et son humanité qu'il a toujours eu depuis qu'il est enfant. Donc là, je pense qu'on va pouvoir fermer la parenthèse Sanji et passer sur la suite du chapitre, c'est-à-dire le combat entre King et Zoro. Pour moi, il était évident, de la même façon que j'avais compris la semaine dernière, que le combat entre Queen et Sanji était terminé, et que dans ce chapitre, on va enfin voir la fin du combat entre Zoro et King. Donc la reprise de combat, elle est juste magnifique. On voit tout de suite que Zoro, il enchaîne avec sa technique pour trancher le masque de King. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il me semble qu'au chapitre 1033, la dernière page se conclut par un face-à-face avec King et Zoro. Zoro a son sabre dans la bouche et s'apprête à enchaîner une attaque. Donc Oda est en train de mettre en scène au chapitre 1035 la conclusion de cette mise en place à la dernière page du chapitre 1033. Au final, tout s'enchaîne de manière assez naturelle et on peut comprendre que le combat entre King et Queen et Zoro et King sont en fait des combats à l'instant T qui se déroulent en parallèle et que les combats se concluent en même temps. En quelque sorte, Oda nous met sur le même pied d'égalité Sanji et Zoro, tout en nous faisant comprendre que Zoro a tout de même une place un peu plus importante que celle de Sanji. Moi, j'analyse ça comme le fait que Sanji et Zoro n'ont pas un écart aussi important que ça, puisque leur combat s'achève dans le même time-lapse. Contrairement à Killer, qui est le numéro 2 de Kid, et qui par chronologie a terminé son combat peu de temps avant ceux de Zoro et Sanji. Du coup, on va rebasculer sur le combat entre King et Zoro, et du coup, on a l'immense plaisir d'enfin voir le visage de King. Pour le coup, on est vraiment et agréablement surpris de voir son visage, puisqu'on s'attendait vraiment à voir une gueule un petit peu cassée, voire même une sorte de visage avec des traits animaux, mais pas vraiment humanoïdes. On comprend qu'il cherchait à tout simplement cacher son visage de ses origines lunariennes, puisqu'apparemment tous les lunariens ont les cheveux blancs, une pommade, des ailes noires. Il possède également une particularité, c'est le tatouage qui se trouve sur son visage, qui est semblable à celui des Chandiens.
Lorsqu'on analyse justement les habitants de Chandia, qui possèdent également des ailes, par contre elles sont pas noires, elles sont blanches, ils ont également la peau assez mate. Au final, il y a une réelle ressemblance physique entre les caractéristiques des Chandiens et celles des Lunariens, à l'exception des ailes noires et des cheveux blancs. Pour revenir un petit instant sur les aventures d'Ener lorsqu'il est parti sur la Lune, on y voit sur une des fresques les 3 peuples qui ont vécu sur la Lune, c'est-à-dire les Bilkans, les Skypiens et les Chandiens. Par contre, il n'a jamais été mentionné les Lunariens. Pourtant, Lune, Lunarien, techniquement c'est semblable. Donc, pour venir à cette fresque, on voit bien les Skypiens, les Chandiens et les Bilkans. Donc on peut les voir en parfaite harmonie, tous les 3 travaillant main dans la main à la création des robots vivant sur la Lune. Et puis on peut remarquer vraiment à l'écart en dessous à gauche de la stèle, on y voit une partie de visage. Donc au final, je me demande si ce visage-là ne représente pas les Lunariens. Il est possible que les Lunariens vivaient à la base sur la Lune et ont quitté justement la Lune pour aller sur la planète bleue, c'est comme ça qu'ils appellent la Terre. Car ils avaient compris avant les Bilkans, les Skypiens et les Chandariens qu'il allait y avoir un manque d'énergie sur la Lune. Donc cette pénurie a poussé les Lunariens à partir en premier de la Lune pour aller sur la planète bleue. Pour comprendre l'origine des 3 races ailées plus celle des Lunariens, il faut absolument qu'il y ait une mini-aventure ou une aventure de Luffy sur l'île des marionnettes. Moi je pense concrètement que l'île de marionnettes se trouve sur la Terre, donc sur la planète bleue, et que sur place s'y trouve pas mal d'informations concernant les Lunariens, les Skypiens, etc. Du coup on a pu constater que King était capable de produire du feu. On sait très bien que le feu est une source d'énergie. On peut également se poser la question si les Lunariens sont capables de créer d'autres sources d'énergie telles que l'électricité, comme sont capables de le faire les Minks. Ou bien que certains d'entre eux sont aussi capables de créer du vent par exemple. Il se pourrait également, selon toute vraisemblance, et ça c'est une autre hypothèse que je mets sur la table, les Lunariens étaient à la fois créateurs d'énergie et source d'énergie pour toute une planète. Le fait qu'ils aient quitté la Lune, cela a précipité la chute de toutes les civilisations qui vivaient sur cette planète. De ce fait, les 3 races restantes, c'est-à-dire les Chandariens, les Skypiens et les Bilkans, ont tenté de survivre sur la Lune, mais malheureusement cela a été un échec pour eux. Et afin de préserver leur histoire, leur civilisation, ils ont créé les fameuses stèles que Ener a découvertes. Et ils ont également créé les marionnettes, qui sont à mes yeux des soldats, afin de protéger les cités antiques qui ont été abandonnées par les Bilkans, les Chandariens et les Skypiens. Je vais quand même revenir sur notre chapitre 1035. Et revenir sur le fait que King, il a tué ou il a anéanti ces 2 sbires qui l'ont reconnu en tant que Lunarien. Donc c'est la raison pour laquelle il faut absolument que tous les Lunariens restant vivants soient cachés et restent cachés pour ne pas qu'on dévoile leur identité au gouvernement mondial et au Tenryubito, car ils risquent l'emprisonnement ou la peine de mort. Malheureusement, dans ce chapitre, King ne veut pas dévoiler à Zoro l'histoire de sa race et ses origines, prétextant qu'il ne perdrait pas son temps à raconter une histoire à quelqu'un qui va bientôt mourir. Du coup, King profite de cette situation pour enchaîner un festival de coups sur Zoro, qui malgré lui arrive tant bien que mal à résister à l'assaut de King. Ce dernier nous révèle qu'il a un acquis de l'observation assez développé. Il ressent que Zoro est en danger et qu'il est vraiment à bout de souffle, car Enma pompe une quantité incroyable de haki et d'énergie à Zoro. Du coup, le chapitre s'enchaîne avec un petit discours de King qui dit que le prochain roi des pirates, ce sera Kaido et personne d'autre. Par ce discours, on se rend vraiment compte que King, il a une réelle estime pour son capitaine, pour Kaido, et il est vraiment convaincu que Kaido va changer le monde. Et c'est là qu'on bascule automatiquement sur un flashback de King. Selon moi, le flashback qui est en train de décrire King, j'ai l'impression qu'il se déroule sur Punk Hazard. Cela confirme vraiment toutes mes théories que j'ai pu faire il y a plusieurs mois sur Punk Hazard, sur les expériences qu'ont subi Kaido, qu'ont subi les 100 bêtes. Je reste convaincu que Queen a travaillé pour le gouvernement mondial et a été un scientifique à leur solde. Et lorsqu'il a croisé le chemin de Kaido sur Punk Hazard, je suis persuadé que Queen, il a décidé de suivre Kaido et d'intégrer l'équipage. Du coup, lors du flashback sur Punk Hazard, on y voit King qui est en train de subir des atrocités par le gouvernement mondial et que Kaido lui propose d'intégrer son équipage.
Dans le fond, King il a une réelle intention de changer le monde car il le dit clairement à Kaido et Kaido lui dit clairement qu'il sera l'homme qui changera le monde. Pour revenir sur mes anciennes théories que j'avais développées il y a plusieurs mois avant même que Oda annonce certaines choses lors des chapitres qu'il a mis en place, notamment le fait qu'on ait travaillé sur le facteur de lignage, sur l'ADN de Kaido pour extirper son fruit du démon et créer un fruit du démon de synthèse du dragon. Notamment, il y a de fortes possibilités selon moi qu'on ait fait des expériences sur Kaido et depuis Kaido on a créé les 100 bêtes. Ma réflexion va même encore plus loin concernant Kaido, concernant Onigashima, mais surtout concernant Yamato. Je pense que Kaido, de par sa génétique, qui est quand même une génétique assez spéciale, assez rare, et qu'il a donné naissance à Yamato, je suis persuadé qu'il retient Yamato de force sur l'île d'Onigashima pour le protéger du gouvernement mondial, afin qu'il ne se fasse pas capturer et qu'il ne subisse pas les atrocités que lui-même a subies lorsqu'il s'était fait capturer par les Tenryubito et le gouvernement mondial. Je l'ai déjà évoqué, mais le fait que Kaido a pour île préférée Onigashima n'est pas le fruit du hasard. Je pense concrètement que les origines même de Kaido se trouvent sur Onigashima. Du coup, le combat se poursuit automatiquement lors de ce chapitre et on voit des échanges de coups entre King et Zoro. Zoro comprend très rapidement que lorsque les flammes de King s'éteignent, King devient beaucoup plus rapide, mais il a un point faible, c'est qu'il est beaucoup moins résistant. Donc Zoro comprend que c'est à ce moment-là qu'il doit frapper fort et frapper dur pour faire mal à King et le vaincre. Ce chapitre, c'est une bombe, il est juste incroyable et tu te rends compte toute la puissance que demande Enma. Zoro, on le voit dans les images, il est obligé d'imprégner de Haki des rois Enma. Il ne prend que Enma, il n'y a que dans Enma qui met du Haki des rois. C'est grâce à ça qu'il repousse les attaques de King. Durant ces échanges de coups, on voit que King il a extrêmement énervé Zoro. Pour la simple et bonne raison, c'est que Zoro c'est un gros travailleur. C'est quelqu'un qui s'entraîne constamment. Il est toujours en train de se muscler, de s'entraîner. Il fait d'énormes efforts tous les jours pour devenir un meilleur sabreur. Mais sans le savoir, King l'a insulté en prétextant que Zoro ne pourra jamais gagner car c'est biologique. Qui veut dire que le facteur de linéage, l'ADN, les origines de personnes, le fait que tu sois à l'origine d'une race super puissante fait automatiquement de toi un être suprême. Via le discours de King, on comprend une chose très importante. Qu'il existe des races en One Piece qui sont supérieures physiquement et intellectuellement à d'autres formes de vie. Du coup, cela explique pourquoi le gouvernement mondial mène énormément d'expériences sur Kaido, sur les géants, sur le facteur de linéage, sur les races anciennes, sur les races de King, pour créer l'arme ultime et l'arme parfaite. Je ne cesse de répéter que Sanji, aujourd'hui, deviendra l'ennemi numéro 1 du gouvernement mondial parce qu'il représente à lui tout seul l'excellence de toute la génétique. Mais du coup, ce qui a énervé Zoro, c'est que lui, c'est un grand travailleur et il va prouver à King que la force vient dans le travail, dans l'entraînement, dans la rigueur. Du coup, ce chapitre est incroyable parce que Oda veut faire comprendre au lecteur que peu importe d'où tu viens, le plus important, c'est le travail. Si tu travailles énormément, tu peux tout réussir et personne ne peut t'arrêter. Si tu t'entraînes, si tu travailles avec acharnement et rigueur, rien ne peut t'arrêter. Oda nous dessine un autre symbole, c'est la victoire de Zoro sur King en déchiquetant, en coupant en deux le dragon de feu. Et contrairement au début du chapitre, lorsque Zoro utilisait uniquement Enma en lui apprenant de Haki, là pour le coup, en mettant le coup final à King, il imprègne ses 3 sables de Haki des rois. Le combat se termine sur cette scène. Ce chapitre est juste incroyable parce qu'il révèle pas mal d'informations sur le passé de King. On peut également comprendre pas mal de choses sur les Bilkins, sur les Scapiens, etc. suite à les aventures d'Ener. Et de ce fait, on y voit beaucoup plus clair sur les origines des Lunariens. J'espère que l'analyse du chapitre vous aura plu.
Je vais tenter également de m'améliorer sur la diction et sur d'autres points de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, des commentaires et surtout vous abonner, ça me fera beaucoup de bien. Et comme je l'ai expliqué, j'ai pas mal de choses à vous raconter, à vous dire sur One Piece. Si vous allez squatter un petit peu ma page Twitter, vous allez comprendre que ce que j'ai dit aujourd'hui sur mes théories, c'est des choses que j'avais déjà écrites il y a plus de 6 mois parfois sur mon compte Twitter. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil pour aller vérifier la véracité de mes dires. J'ai énormément de choses à raconter sur One Piece. J'ai pas mal de choses en tête et je suis sûr que ça pourra vous faire plaisir. Et l'idée c'est vraiment que je puisse m'améliorer au fil du temps. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à lâcher des commentaires et surtout à me suivre régulièrement. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très vite. Et surtout, faites-moi plaisir, dites-moi ce que vous avez pensé de mon analyse. Peut-être que ça vous plaît pas et que vous êtes complètement contre ce que j'ai dit. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour sur ma façon de voir le monde de One Piece.